Bien, bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit peu cette troisième leçon du thème numéro un, et cette leçon s'intitule Les mélanges de matières. Alors on va commencer par la première partie qui nous interroge en fait sur la différence que fait le chimiste entre une matière pure et un mélange de plusieurs matières. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le sens du mot pur en science a un sens différent du langage courant. Dans le langage courant, quand on dit que quelque chose est pur, on a l'impression que c'est pour désigner quelque chose qui est bon pour la santé, qui n'est pas pollué. Alors en fait, pour le chimiste, une matière pure, c'est une matière qui ne contient qu'un seul constituant. Et par exemple ici, je vous ai mis une photographie d'une eau pure qui est spéciale pour les laboratoires et qui a nécessité énormément de techniques pour arriver en fait à n'avoir que de l'eau dans ce récipient. Alors en grande surface, vous pouvez trouver des bidons d'eau déminéralisée. Alors ce n'est pas une eau qui est complètement pure, c'est une eau pour laquelle on a essayé d'enlever le maximum de sels minéraux qui auraient été dissous à l'intérieur. Et puis ici, je vous ai mis une étiquette d'une substance, enfin d'un produit qu'on peut acheter en supermarché, une boisson. Et en fait, on se rend compte en lisant la composition qu'il y a énormément d'ingrédients, c'est-à-dire de substances chimiques qui sont présentes. Donc il est évident qu'ici, nous avons un exemple de mélange de plusieurs matières. Sur la deuxième partie de cette leçon, il y a le vocabulaire autour des différentes sortes de mélanges. Puisque nous, dans notre environnement, nous allons rencontrer très souvent des mélanges. Alors déjà, il y a un vocabulaire que l'on va distinguer, c'est le vocabulaire aqueux, le vocabulaire homogène et le vocabulaire hétérogène. Alors qu'est-ce que l'on appelle un mélange aqueux? Eh bien un mélange aqueux, tout simplement, c'est un mélange qui va être fait à partir d'eau. Alors pour vous en souvenir, il faut savoir que dans aqueux, il y a la racine latine aqua, et que l'on va retrouver par exemple dans un aquarium, que l'on va retrouver aussi pour de l'aquarelle, c'est de la peinture à l'eau, et puis aussi les aqueducs, c'était des structures assez imposantes qui servaient à conduire et à diriger de l'eau d'un point vers un autre par-dessus donc une vallée. Ensuite, le deuxième mot important, c'est quand on désigne des mélanges homogènes. Alors des mélanges homogènes, ce sont des mélanges en fait pour lesquels on ne peut pas distinguer les constituants qui sont présents. Donc ici, si je prends du lait, eh bien le lait en fait c'est un mélange de plusieurs substances. Et ces substances, quand je verse mon verre de lait, je n'ai aucune conscience si elles sont nombreuses ou pas. Il n'y a qu'un tout qui est homogène, je n'arrive pas à faire la différence à l'œil nu entre ces constituants. Ici, c'est un verre d'eau et de sirop, où là aussi, après agitation, je n'arrive pas à faire la différence à l'œil nu. Alors ensuite, des mélanges hétérogènes. Alors les mélanges hétérogènes, il en existe de plusieurs sortes. On peut avoir des exemples faisables à la maison, c'est si je mélange de l'eau et de l'huile, après agitation, l'huile va remonter à la surface parce qu'elle est moins dense que l'eau liquide, et je vais pouvoir faire la différence à l'œil nu entre l'eau et l'huile. Si je mélange de l'eau et de la terre, pareil, au bout d'un instant, après agitation, il va y avoir tout ce qui est gravier, sable, etc., qui va tomber, décanter au fond parce qu'ils sont plus denses que l'eau. Et puis ici, vous avez un exemple de mélange de boissons gazeuses où on va apercevoir les bulles de gaz qui se détachent et qui sont visibles à l'œil nu. Donc dans ce verre de boisson gazeuse, je sais qu'il va y avoir une substance liquide mélangée avec une substance à l'état de gaz, une matière à l'état de gaz. Ici, je vous ai mis une soupe dans certaines recettes où on peut mettre des morceaux de légumes en entier, peut-être des pâtes aussi, genre vermicelle ou spaghetti. Et en fait, là, à l'œil nu, je suis capable de repérer beaucoup des constituants de ce mélange. Et puis enfin, ici, nous avons une image en arrière-plan où j'ai un mélange assez complexe, puisque j'ai un mélange avec une matière liquide, j'ai des matières solides, et j'ai également des matières à l'état de gaz. Alors le paragraphe suivant est un petit peu plus conséquent, puisque si on regarde le titre, c'est préparer un mélange par dissolution d'un solide ou d'un gaz. Alors déjà, dissoudre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on va parler de dissolution, il y a un vocabulaire particulier également. Dissoudre, c'est chaque fois que vous allez vouloir mettre un solide ou un gaz dans un liquide et vous allez en faire un mélange. Alors, le vocabulaire associé, c'est que quand vous préparez un mélange de telle sorte, on va dire que vous préparez une solution. Et pour préparer une solution, il va falloir que vous dissolviez un soluté, qui peut être un solide ou un gaz, grâce à un solvant qui sera toujours liquide. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si le solvant est de l'eau, on parlera d'une solution
aqueuse. Alors par exemple, imaginons qu'on prenne de l'eau comme solvant, que je verse du sel qui va être le soluté, je vais agiter, le sel va se dissoudre dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau va avoir un pouvoir de séparer les grains de sel en de multiples constituants de sel invisible à l'œil nu, et au bout d'un moment, je vais avoir de l'eau salée, une solution d'eau salée, qui sera peut-être homogène parce que je n'arriverai plus à voir les grains de sel à l'œil nu. Alors quand on parle de préparer une solution, c'est-à-dire faire une dissolution, c'est-à-dire dissoudre un soluté, gaz ou solide, dans un solvant liquide, eh bien on va dire que le soluté est soluble, c'est-à-dire qu'il peut se dissoudre. Alors par exemple, ici sur cette image, cette compilation d'images que je vous propose, je retrouve mon étiquette de composition tout à l'heure de ma boisson. Et puis vous voyez ici, il y a une indication, on vous dit qu'il y a des extraits de thé à raison de 1,4 g par litre. Ça veut dire que dans 1 litre de cette boisson qui a priori est à l'extrait de thé et aromatisé à la pêche, dans 1 litre de cette boisson, il va y avoir 1,4 g de thé. Alors cette unité de grammes par litre, c'est une unité qu'on va utiliser pour décrire la solubilité d'un soluté dans un solvant. Alors le tableau de dessous ici vous donne des exemples. Vous connaissez le sucre. Eh bien dans 1 litre d'eau, je vais pouvoir dissoudre au maximum 2000 g de sucre, c'est-à-dire environ 2 kg de sucre. Donc jusqu'à 2 kg de sucre dans 1 litre d'eau, on arrivera à dissoudre le sucre, c'est-à-dire que je ne serai pas capable de faire la distinction à l'œil nu des grains de sucre. Pour le sel, par contre, qui est une autre substance solide, et bien là, dans 1 litre d'eau, toujours, je ne pourrai dissoudre au maximum que 360 g de sel. Donc là, ça veut dire que si j'essaye de dissoudre plus de 360 g de sel dans 1 litre d'eau, et bien à un moment donné, j'aurai beau agiter, j'aurai beau remuer, je continuerai de voir des grains de sel qui ne peuvent pas se dissoudre. C'est-à-dire que le litre d'eau que j'ai utilisé n'a plus assez de pouvoir de dissolution des grains de sel que j'aurais mis en trop. Ici, on vous présente d'autres substances chimiques, la vanilline, eh bien dans 1 litre d'eau, on ne peut dissoudre que 10 g de vanilline. C'est-à-dire que l'eau n'a pas un pouvoir de dissolution aussi performant pour la vanilline que pour le sel ou que pour le sucre. Alors, ici, il y a une courbe. Cette courbe, elle vous représente la solubilité du sel dans de l'eau en fonction de la température. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit dans la leçon, mais qui est important. C'est qu'on constate que plus la température de l'eau va augmenter, plus la solubilité va augmenter. C'est-à-dire plus l'eau sera capable de dissoudre une masse de sel de plus en plus importante. Par exemple, ici, pour de l'eau à 20 degrés Celsius, c'est l'eau que l'on va voir en laboratoire, je peux dissoudre environ 360 g de sel. C'est ce qu'on retrouve dans ce tableau. Et si la température de l'eau augmente, vous voyez qu'on va pouvoir dissoudre une masse de sel de plus en plus importante. Alors pourquoi j'ai mis un petit poisson ici qui fait une drôle de tête? Eh bien tout simplement que les poissons que l'on peut retrouver dans des aquariums ou dans l'aquaponie du collège, eh bien ces poissons, vous savez qu'ils ont besoin d'oxygène, de dioxygène qui va être dissous dans l'eau. Et il faut savoir que plus la température de l'eau va augmenter, eh bien là ça va être l'effet inverse, moins le dioxygène pourra se dissoudre. Donc autrement dit, les poissons, quand de l'eau est de plus en plus chaude, vont avoir accès à de moins en moins de dioxygène dissous dans l'eau, ce qui est l'inverse en fait de cette courbe quand on parle d'une poudre comme le sel dans de l'eau. Alors quand on parle de dissolution, il faut parler aussi de la conservation de la masse. Et ça, il y a certains élèves qui l'ont remarqué. C'est que si je prends un sucre et un verre d'eau, et que je m'apprête à dissoudre ce sucre dans l'eau, si je pèse mes matières avant la dissolution, et par exemple, imaginons que j'ai une masse de 120 g, dès que je vais mettre le sucre dans l'eau, que je vais agiter pour dissoudre le sucre, je vais obtenir une solution d'eau sucrée. Et si je repose mon récipient d'eau sucrée, eh bien je vais avoir une masse qui sera identique. Autrement dit, quand on prépare une dissolution, il n'y a pas de perte de matière, il n'y a pas de perte de masse, j'ai toujours la même quantité de matière, et je vous renvoie vers la définition de la masse, qui fait qu'au total, j'aurai toujours une masse de 120 g. Alors enfin, la dernière partie, c'est quand on veut préparer des mélanges entre plusieurs liquides. Alors ici, il y a une photo de fond, et qu'est-ce qui se passe si jamais je mélange un liquide incolore avec un liquide rouge? On a deux possibilités. Soit j'obtiens un mélange homogène, c'est-à-dire qu'après agitation, je ne serai pas capable de distinguer
les deux liquides, et on va dire à ce moment-là que le liquide rouge et le liquide incolore sont miscibles, dès que je vais obtenir un mélange homogène. Ou alors, autre possibilité, c'est que les deux liquides ne sont pas du tout miscibles, et à ce moment-là, je vais obtenir un mélange hétérogène. Alors ici, il y a un récipient un peu particulier, c'est ce qu'on appelle une ampoule à décanter, que l'on verra dans une prochaine leçon, qui permet justement de récupérer un liquide dans un mélange hétérogène entre plusieurs liquides. Le liquide rouge et le liquide incolore ici ne sont pas miscibles, j'aurai beau agiter, je vais toujours faire la différence entre l'un et l'autre. Donc voilà, c'est la fin de cette leçon, qui est assez simple, assez courte, mais qui fait appel à beaucoup de vocabulaire.